Après avoir payé 5 000 $ pour les frais de scolarité de ma sœur, je suis rentrée à la maison pour trouver ma chambre vide. Ma mère a dit: «Ton travail est terminé. Sors d'ici», et elle m'a jeté un verre. Des semaines plus tard, mon père a commencé à m'appeler frénétiquement parce que le caissier de la banque avait compté l'argent avec une efficacité rodée, tandis que je restais là, sentant mon estomac se nouer, et non les 5 000 $. L'intégralité de mon compte d'épargne s'était volatilisée en une seule transaction. Mais c'était pour les frais d'université de ma jeune sœur. Alors, j'ai ravalé mon anxiété et j'ai remercié la femme derrière le comptoir. J'avais fait des doubles gardes à l'hôpital pendant 6 mois pour économiser cet argent. Chaque week-end, chaque heure supplémentaire, chaque prime de vacances. Mon dos me faisait constamment souffrir à cause des heures en trop, et j'avais survécu avec des nouilles instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuètes plus de fois que je ne pouvais le compter. Les autres infirmières pensaient que j'étais folle de prendre toutes les gardes disponibles, mais elles ne comprenaient pas ma situation familiale. Ma sœur Vanessa avait été admise dans une université prestigieuse à l'autre bout de l'État. Elle avait travaillé dur pour cela, maintenant une moyenne parfaite tout au long du lycée, tout en participant au club de débat et en faisant du bénévolat à la bibliothèque locale. Quand sa lettre d'acceptation était arrivée, nos parents avaient organisé un dîner de célébration qui avait duré jusqu'à minuit. Je les avais regardés rayonner de fierté, prenant des photos de Vanessa tenant la lettre, les publiant partout sur les réseaux sociaux pour que leurs amis les voient. Mais quand le dossier d'aide financière est arrivé, il manquait de l'argent. Beaucoup d'argent. Mes parents s'étaient assis à la table de la cuisine, avec des calculatrices et des tableurs, leurs visages s'allongeant à chaque minute. Le manque à gagner était de 5 000 $ pour le premier semestre seulement. J'avais proposé mon aide sans hésitation. «J'ai des économies», avais-je dit. «Laissez-moi aider». Ma mère avait pleuré, me serrant fort dans ses bras. «Tu es une si bonne sœur. Vanessa a tellement de chance de t'avoir». Mon père m'avait tapoté l'épaule, chose qu'il faisait rarement. «Nous te rembourserons, bien sûr, une fois que nous aurons réglé nos finances». Je ne m'attendais pas à un remboursement. Vanessa méritait cette chance. Et je gagnais décemment ma vie en tant qu'infirmière. Bien sûr, j'avais économisé pour déménager et prendre mon propre appartement, mais cela pouvait attendre. La famille passait en premier. C'est ce qu'on m'avait toujours enseigné. Le jour où j'ai remis l'argent liquide, mes parents étaient extatiques. Vanessa m'avait serré dans ses bras, promettant de me rendre fière. Elle m'avait montré l'attribution de son dortoir, son emploi du temps. Son enthousiasme était contagieux, et pendant un moment, j'ai oublié mon compte bancaire vide. «Je serai la meilleure étudiante de tous les temps», avait-elle dit. «Je ne gâcherai pas cette chance». 3 semaines plus tard, je me suis garée dans l'allée après une garde particulièrement brutale de 12 heures. Mes pieds me lançaient, et j'avais des taches de café sur ma blouse à cause d'un incident pendant le rush de l'après-midi. Tout ce que je voulais, c'était m'effondrer sur mon lit et dormir pendant les 10 prochaines heures. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce qui n'était pas inhabituel. Je suis entrée d'un pas lourd, déboutonnant déjà le haut de ma blouse en me dirigeant vers les escaliers. Ma chambre était au 2e étage, la plus petite pièce de la maison, mais c'était la mienne depuis l'enfance. Sauf que lorsque j'ai poussé la porte, ce n'était plus la mienne. Les murs étaient peints d'une couleur différente. Mes meubles avaient disparu. Mon bureau, ma bibliothèque, ma commode, tout s'était volatilisé. À leur place se trouvait un tapis roulant, des poids et un tapis de yoga. Ma chambre d'enfant avait été transformée en salle de sport à domicile. Je suis restée figée dans l'embrasure de la porte, mon cerveau luttant pour traiter ce que je voyais. Cela devait être une erreur. Être que j'étais si épuisée que j'étais entrée dans la mauvaise chambre. Mais non, c'était bien ma chambre. Je pouvais encore voir la petite marque sur le mur où j'avais accidentellement jeté une brosse à cheveux quand j'avais 14 ans. La fenêtre donnait sur le même chêne que j'avais regardé en faisant mes devoirs pendant des années. «Maman!» ai-je appelé, ma voix craquant légèrement. Elle est apparue en haut des escaliers, s'essuyant les mains sur un torchon.
Quand elle m'a vue debout dans l'embrasure de ce qui était autrefois ma chambre, son expression n'a pas changé. Pas de surprise, pas de culpabilité, rien. Ah, bien. Tu es rentrée, dit-elle nonchalamment. Tes affaires sont dans des cartons dans le garage. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Tu m'as bien entendu? Son ton était froid, professionnel. Nous avions besoin de cette pièce. Tu as 26 ans. Tu devrais déjà avoir ton propre logement de toute façon. Mais je viens de vous donner 5 000 $ il y a 3 semaines. Elle a haussé les épaules. Et nous en sommes reconnaissants. Nous les avons utilisés pour les frais de Vanessa comme tu le voulais. Maintenant, nous avons besoin d'espace. Ton père veut une salle de sport. Le couloir semblait vaciller. Vous me mettez dehors? Là? Maintenant? Ne sois pas dramatique. Tes affaires sont toutes emballées. Tu peux les prendre quand tu seras prête. Quelque chose de brûlant et de tranchant est monté dans ma poitrine. Je vous ai donné toutes mes économies. J'économisais pour déménager, mais je vous les ai données pour Vanessa. Le visage de ma mère s'est durci. Personne ne t'a forcé. Tu as proposé, et franchement, c'est la moindre des choses après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé, nourri, logé pendant 26 ans. J'ai payé un loyer. Les mots ont éclaté plus fort que prévu. Je vous donne 500 $ par mois depuis 2 ans. À peine de quoi couvrir les charges et la nourriture, a-t-elle rétorqué. Je pesais 55 kilos toute mouillée. Je mangeais à peine à la maison parce que je travaillais toujours. Mais souligner cela semblait inutile. Mon père est sorti de la chambre principale, l'air agacé par les éclats de voix. Elle fait une scène pour la chambre, a dit ma mère. Comme si j'étais une enfant, faisant un caprice pour un jouet. Nous t'avons dit la semaine dernière que nous faisions des changements, a dit mon père. Non, vous ne l'avez pas fait. J'en étais absolument certaine. Personne ne m'avait rien dit. Eh bien, nous avions l'intention de le faire, a-t-il balayé d'un revers de main. Quoi qu'il en soit, tu es assez vieille pour être autonome. Nous avons été plus que généreux de te laisser rester aussi longtemps. Ma mère s'est approchée. Ses yeux froids. Tu devrais nous remercier de t'avoir donné un endroit où rester pendant que tu prenais ton envol. Au lieu de ça, tu restes là à discuter. Typique. Je viens de vous donner 5 000 $ et vous ramenez encore ça sur le tapis. Elle a saisi un verre sur la table du couloir. Mon père avait dû le laisser là plus tôt et me l'a jeté. J'ai esquivé par réflexe. Le verre s'est fracassé contre le cadre de la porte, les éclats explosant sur le tapis du couloir. Un morceau m'a entaillé le bras, laissant une fine ligne rouge. « Prends tes affaires et pars !» a sifflé ma mère. « J'en ai assez de ton attitude ingrate. » J'ai regardé mon père, attendant qu'il intervienne, qu'il dise quelque chose. Il est resté là, les bras croisés, l'expression impassible. Mes mains tremblaient alors que je descendais au garage. Effectivement, toute ma vie était emballée dans des cartons en carton. Mes vêtements, mes livres, mes photographies, tout était entassé dans des contenants et empilé n'importe comment. Certains cartons n'étaient même pas fermés correctement. Je pouvais voir mon pull préféré dépasser de l'un d'eux, probablement déjà sale à cause du sol du garage. J'ai fait 4 voyages jusqu'à ma voiture, chargeant tout ce que je possédais dans ma petite berline. Tout rentrait, ce qui était encore plus déprimant. 26 ans de vie. Et tout tenait dans une voiture compacte, avec encore de la place. Ma mère a regardé depuis le pas de la porte alors que je chargeais le dernier carton. Elle n'a pas proposé son aide. Elle ne s'est pas excusée. Elle est restée là, les bras croisés. « Assure-toi de nous rendre ta clé !» a-t-elle crié alors que je claquais le coffre. Je suis allée dans un motel à la périphérie de la ville et j'ai payé 3 nuits avec ma carte de crédit. La chambre sentait la cigarette froide et le dessus de lit avait des taches douteuses. Mon prochain salaire n'était pas dû avant 1 semaine et demie. Assise sur le bord du matelas affaissé, je me suis enfin laissée pleurer. Pas de petites larmes délicates, mais de gros sanglots qui me secouaient les épaules et me laissaient à bout de souffle. Comment cela avait-il pu arriver?
Comment étais-je passée de la possession d'économie et d'un logement à l'état de sans-abri en l'espace de 3 semaines? Mon téléphone a vibré. Un message de Vanessa. C'était une photo d'elle et de ses nouveaux amis lors d'un événement sur le campus. Ils riaient tous en tenant des gobelets en plastique rouge. La légende disait: l'université est incroyable, meilleure décision de ma vie. J'ai éteint mon téléphone et j'ai pleuré encore plus fort. Les jours suivants furent un flou de panique et de pragmatisme. J'ai épluché les annonces d'appartements pendant mes pauses au travail, mais tout demandait le premier mois, le dernier mois et un dépôt de garantie, de l'argent que je n'avais plus. Mes cartes de crédit étaient presque au plafond, car j'avais couvert mes propres dépenses pendant que j'économisais pour mon futur déménagement. Je me suis confiée à ma collègue Brenda, qui était infirmière depuis 20 ans et avait tout vu. Elle a écouté mon histoire avec son expression calme habituelle, puis a passé un coup de fil. Ma cousine a un appartement en sous-sol, dit-elle après avoir raccroché. Ce n'est pas luxueux, Bonnie, mais c'est propre et sûr. Elle te laissera emménager juste pour le premier mois de loyer, si je me porte garante pour toi. 600 $ par mois. J'aurais pu l'embrasser. L'appartement était effectivement sommaire. Juste une chambre, une minuscule salle de bain et une kitchenette, qui n'était qu'un coin, avec une plaque chauffante et un mini-frigo. Mais il y avait une porte qui fermait à clé et un lit qui était le mien. J'ai emménagé ce week-end-là. Mes parents n'ont pas appelé. Pas une seule fois. Pas de nouvelles pour voir si j'allais bien. Pas d'excuses. Rien. C'était comme si j'avais cessé d'exister au moment où j'avais quitté leur maison. Vanessa a appelé une fois, mais seulement pour se plaindre de sa colocataire qui ronflait. Quand j'ai essayé de lui raconter ce qui s'était passé, elle m'a coupé la parole. Maman a dit que tu faisais du cinéma pour l'histoire de la chambre. On peut se parler plus tard? J'ai un groupe d'études dans 10 minutes. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, prenant encore plus de garde qu'avant. Non pas parce que j'économisais pour quelque chose de spécifique cette fois, mais parce que travailler m'évitait de réfléchir. Je n'avais pas à rester assise dans mon appartement en sous-sol à me demander comment mes propres parents avaient pu me rejeter si facilement. 6 semaines passèrent. J'ai établi une routine. Travail, sommeil, recommencer. J'ai remboursé mes cartes de crédit. J'ai acheté des courses. J'existais. Puis mon père a commencé à appeler. Le premier appel est arrivé à 7 heures du matin pendant mon jour de congé. J'ai ignoré, supposant une erreur de manipulation. Il a rappelé 1 heure plus tard, puis encore. J'ai laissé tout aller sur répondeur. Finalement, j'ai écouté les messages. La voix de mon père était complètement paniquée, loin de son ton contrôlé habituel. Tu dois me rappeler immédiatement. C'est urgent. C'est au sujet de Vanessa. Le message de ma mère était similaire. Rappelle-nous tout de suite. Nous devons parler de ta sœur. Le message de Vanessa n'était que des pleurs. Mon estomac s'est noué. Quelque chose lui était-il arrivé? Un accident? Était-elle blessée? J'ai rappelé mon père les mains tremblantes. Il a décroché à la première sonnerie. Enfin, où étais-tu? Je travaillais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Vanessa va bien? Non, elle ne va pas bien. Elle a été renvoyée de l'école. Je me suis assise lourdement sur mon lit. Quoi? Pourquoi? Malhonnêteté académique. Sa voix était amère. Elle s'est fait prendre à tricher à plusieurs examens. L'université a une politique de tolérance zéro. Elle est expulsée. La pièce a légèrement tourné. La parfaite et ambitieuse Vanessa avait été expulsée pour tricherie. Il ne rembourse pas les frais de scolarité, a coupé la voix de ma mère. Elle devait être sur haut-parleur. Nous avons payé pour tout le semestre et elle n'a tenu que 6 semaines. C'est 5 000 $ jetés par les fenêtres. La compréhension s'est faite lentement. Eh bien, quelqu'un doit payer pour ce gâchis, a claqué ma mère. Vanessa veut postuler dans d'autres écoles. Mais elle aura besoin d'argent pour les frais d'inscription et devra payer des cours de préparation pour remonter ses notes. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher.
Ça a commencé par un petit ricanement, et c'est devenu un fou rire qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Vous m'avez jeté de chez vous il y a 6 semaines. Vous m'avez lancé un verre. Vous avez pris mes 5 000 $ et vous m'avez effacé de votre vie comme si je n'avais jamais existé, ai-je dit. Et maintenant, vous voulez encore de l'argent. Pros. Il ne s'agit pas de toi, a dit froidement ma mère. Il s'agit de l'avenir de ta sœur. Ma sœur, qui n'a pas pu rester au téléphone plus de 5 minutes quand j'ai essayé de lui dire que j'étais sans abri. Tu n'étais pas sans abri, a ricané mon père. Ne sois pas dramatique. Je vivais dans un motel. Ce n'est pas notre problème. Tu es adulte. Tu as fait le choix de déménager. Ma voix est devenue très calme. Vous m'avez mise dehors, maman. Tu m'as littéralement jeté un verre et tu m'as dit de partir. Tu déformes tout, a dit ma mère. Nous avions besoin d'espace. Toute personne raisonnable comprendrait cela. Une personne raisonnable m'aurait donné plus de 5 minutes de préavis après que je leur ai donné toutes mes économies. Vas-tu aider ta sœur ou pas? A interrompu mon père. J'ai regardé autour de moi mon minuscule appartement en sous-sol, les meubles d'occasion achetés dans des friperies, le calendrier au mur où j'avais marqué toutes mes gardes supplémentaires, les nouilles ramen empilées sur le comptoir parce qu'elles étaient bon marché et rassasiantes. Non, ai-je simplement dit. L'explosion d'indignation de mes 2 parents fut immédiate et assourdissante. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille pendant qu'ils criaient tous les deux l'un sur l'autre à propos des obligations familiales, de l'égoïsme et de la façon dont je ruinais la vie de Vanessa. Quand ils ont enfin repris leur souffle, j'ai parlé clairement. Je ne vous donnerai plus jamais un centime. Ne me recontactez plus. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué leurs 2 numéros. Vanessa a appelé d'un numéro d'ami 20 minutes plus tard. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Comment peux-tu me faire ça? A-t-elle hurlé. J'ai fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Tu as été expulsée pour tricherie répétée, Vanessa. Ce n'est pas une erreur. C'est un comportement habituel. J'étais stressée. Les cours étaient si durs et tous les autres semblaient savoir ce qu'ils faisaient. J'ai paniqué. Alors, tu as triché. Doketa Xizie. J'avais besoin de maintenir ma moyenne. Sa voix a monté, défensive. Tu sais à quel point c'est compétitif? Je ne pouvais pas me permettre d'échouer. Tu ne pouvais pas non plus te permettre de tricher. Apparemment, elle a émis un son de frustration. Tu es censée être de mon côté. J'étais de ton côté, Vanessa, quand je t'ai donné 5 000 $. J'étais de ton côté quand maman et papa m'ont mise dehors. Où étais-tu alors? Maman a dit que tu surréagissais pour l'histoire de la chambre. As-tu seulement demandé ma version de l'histoire? Silence. T'es-tu seulement demandé où j'habitais? Ai-je insisté. M'as-tu appelé pour prendre des nouvelles ne serait-ce qu'une fois? J'étais occupée par l'école. L'école dont tu t'es fait expulser pour tricherie. Arrête de dire ça comme ça. Elle pleurait maintenant. Tu es tellement méchante. Ça ne te ressemble pas. Délique. Tu as raison. L'ancienne moi t'aurait donné tout ce que tu voulais. L'ancienne moi pensait que la famille signifiait quelque chose. Ça signifie quelque chose. C'est pour ça que tu dois m'aider. Bonnie, aide-toi toi-même, Vanessa. J'ai bloqué son numéro aussi. Les appels ont continué à venir de divers numéros. Des parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des années m'ont soudainement contacté, tous avec le même message. Je devais aider ma sœur parce que c'est ce que fait la famille. Ma tante Paula a appelé pour me dire que j'étais vindicative. Un cousin que je connaissais à peine a envoyé un long SMS sur le pardon. Ce que personne ne semblait comprendre, c'est que je n'étais pas en colère. La colère aurait impliqué que je m'en souciais encore assez pour ressentir quelque chose de vif. Au lieu de cela, je ressentais un étrange sentiment de clarté, comme si je me réveillais d'un rêve où tout avait été légèrement déformé et que maintenant je pouvais enfin voir les choses telles qu'elles étaient réellement.
Ma collègue Jennifer m'a prise à part un soir lors d'un changement de garde. Elle m'avait entendu parler de la situation à Brenda par bribes. Puis-je te demander quelque chose? Jennifer s'est appuyée contre le poste de soin, la voix basse. Est-ce que tu doutes parfois de toi? Genre, te demander si tu es trop dur. J'ai considéré la question honnêtement. Parfois, généralement à 3 heures du matin quand je n'arrive pas à dormir. Mais ensuite je me souviens de ma mère me jetant ce verre, et je me souviens qu'aucun d'eux n'a appelé pour vérifier si j'allais bien. Cela règle généralement la question. Jennifer a hoché la tête lentement. Ma sœur m'a volé une fois. Juste 200 $. Mais quand même, toute ma famille m'a dit de laisser tomber parce que c'est ce que font les sœurs. J'ai laissé tomber, elle m'a encore volé 6 mois plus tard. Puis encore. Il a fallu que je perde presque 3 000 $ avant que je ne coupe les ponts. En produisant. Est-ce que tu le regrettes? Pas une seule seconde. Elle s'est redressée, attrapant son sac. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Certaines personnes voient la gentillesse comme une faiblesse. Elles prendront et prendront jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Ces paroles sont restées gravées en moi les semaines suivantes. J'ai commencé à prêter attention à des schémas que j'avais ignorés auparavant. Comment ma mère m'appelait sa fille responsable, mais seulement quand elle avait besoin de quelque chose. Comment Vanessa m'envoyait des SMS quand elle voulait des conseils ou de l'argent, mais restait silencieuse quand j'essayais de partager mes propres problèmes. Comment mon père me félicitait d'être facile à vivre, tout en couvrant Vanessa d'attention et de cadeaux coûteux. J'avais été tellement conditionnée à accepter des miettes d'affection que je les avais confondues avec de l'amour. L'appartement en sous-sol a commencé à ressembler moins à un refuge temporaire qu'à un sanctuaire. J'ai acheté des plantes pour le rebord de la fenêtre, des succulentes robustes qui pouvaient survivre avec un minimum de soins. Un peu comme moi, j'ai accroché des œuvres d'art trouvées lors d'une vente d'étudiants au collège communautaire. Rien de cher. Juste des pièces qui me faisaient sourire quand je les regardais. Brenda a remarqué le changement. « Tu te construis un nid ?» a-t-elle observé un jour quand je lui ai montré des photos de mon petit espace. Je crois bien, c'est bien. Tu mérites un endroit qui te ressemble, Bonnie. J'ai commencé une thérapie à cette époque. L'hôpital proposait un programme d'aide aux employés avec quelques séances gratuites, et je me suis dit que je ferais aussi bien d'en profiter. Ma thérapeute, la Dre Monica Stevens, « Parlez-moi de votre famille », dit-elle, lors de notre première séance. Je lui ai donné la version condensée, m'attendant à ce qu'elle suggère une réconciliation ou au moins de la compréhension. Au lieu de cela, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil et a dit « Cela a dû être terrifiant. » Quoi? Réaliser que les personnes censées vous protéger vous utilisent en fait. C'est une trahison fondamentale, Bonnie. Cela ébranle toute votre compréhension du monde. Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un reconnaisse que, oui, c'était grave. Oui, j'avais tout à fait le droit de me sentir blessée. Nous avons passé les séances suivantes à décortiquer mon enfance. Des petites choses que j'avais balayées ont soudainement pris une nouvelle importance. Comment on attendait toujours de moi que je garde Vanessa gratuitement alors que mes amis étaient payés pour garder leurs frères et sœurs? Comment mes réussites étaient discrètement reconnues, tandis que celles de Vanessa étaient célébrées bruyamment? Comment j'avais appris très tôt que le moyen le plus simple d'éviter les conflits était de me faire petite et utile? Vous êtes devenue la bête de somme de la famille, a dit la Dre Stevens. Et ils en ont profité pleinement. J'aurais dû le voir venir. Pourquoi? Les enfants ne naissent pas en sachant reconnaître la manipulation. Vous avez appris les règles de votre système familial et vous les avez suivies. Le problème n'était pas vous, c'était le système. Entre les séances de thérapie, j'ai commencé à tenir un journal. Rien de chic, juste un carnet bon marché où j'écrivais les souvenirs au fur et à mesure qu'ils refaisaient surface. La fois où j'avais économisé pour acheter une voiture
et que ma mère me l'avait emprunté pendant 6 mois, me la rendant avec une boîte de vitesse cassée. La fois où Vanessa avait ruiné ma robe préférée et où c'était moi qui avais été punie pour être trop attachée aux choses matérielles. La fois où mon père avait promis de venir à ma remise de diplôme d'infirmière et avait annulé au dernier moment parce que Vanessa avait un récital de piano le même jour. Individuellement, ces incidents semblaient mineurs. Ensemble, ils peignaient le portrait clair d'une dynamique familiale où j'avais été systématiquement dévalorisée. J'ai aussi commencé à suivre mes finances de plus près. Voir les chiffres en noir et blanc était édifiant. Au cours des 5 dernières années, j'avais donné à ma famille environ 26 000 $, des loyers qui étaient bien supérieurs à ma part des dépenses ménagères 12 000, en 2 ans à eux seuls, des prêts qui n'avaient jamais été remboursés, des cadeaux pour des occasions que mes parents ne me rendaient jamais, 26 000 $. J'aurais pu avoir un apport substantiel pour une maison, j'aurais pu rembourser entièrement mes prêts étudiants, j'aurais pu voyager, investir, faire n'importe quoi. Au lieu de cela, je les avais remis à des gens qui m'avaient mise dehors sans l'ombre d'une hésitation. La colère qui m'avait manqué a fini par apparaître vers le 4e mois d'éloignement. Elle arrivait par vagues, soudaines et intenses, déclenchée par des choses aléatoires. Je voyais une mère et sa fille faire du shopping ensemble et je ressentais une montée de rage. J'entendais une collègue parler d'un dîner de famille et je devais m'excuser pour aller aux toilettes. La Dre Stevens m'a assuré que c'était normal. Le deuil n'est pas linéaire, expliqua-t-elle. Vous pleurez la famille que vous pensiez avoir. Le travail est devenu mon sanctuaire. Les autres infirmières ont remarqué que je semblais plus légère, malgré les gardes supplémentaires. Brenda m'a coincée pendant le déjeuner un jour. Tu sembles différente, observa-t-elle. J'ai coupé les ponts avec ma famille, ai-je dit. Elle n'a pas eu l'air surprise. Il était temps. Il te vidait de ton sang. Tout le monde me dit que j'ai tort, que je devrais pardonner et aider. Les mots Ava, ein König-der-Rock, de toute façon, Brenda a reniflé, tout le monde devrait s'occuper de ses affaires. Tu sais ce que j'ai remarqué? Tu souris maintenant. Avant, tu avais toujours l'air épuisé et stressé. Maintenant, tu as l'air fatigué par le travail. Mais tes yeux sont plus clairs. Elle avait raison. Malgré le fait de travailler plus d'heures que jamais, malgré le fait de vivre dans un appartement en sous-sol et de manger des repas à petit budget, je me sentais plus libre que je ne l'avais été depuis des années. 3 mois après l'expulsion de Vanessa, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Est-ce que c'est la fille ingrate qui a abandonné sa famille? A demandé une voix de femme âgée. Qui est-ce? Ta grand-mère maternelle. J'ai entendu parler de ton comportement égoïste. J'ai failli raccrocher, mais quelque chose m'a fait marquer une pause. Ma mère était brouillée avec ses propres parents depuis aussi longtemps que je m'en souvenais. C'est intéressant, ai-je dit lentement, parce que je n'ai jamais entendu ma mère mentionner votre existence une seule fois en 26 ans. La femme resta silencieuse un moment. Que veux-tu dire? Je veux dire que je ne savais pas que j'avais une grand-mère vivante jusqu'à maintenant. Ma mère n'a jamais parlé de vous. Jamais. C'est ridicule. Jamais. Pas une seule fois. Je n'avais aucune idée que vous existiez. Un autre silence. Eh bien, c'est très intéressant. Nous avons parlé pendant 1 heure. Grand-mère Ruth, comme elle a insisté pour que je l'appelle, m'a raconté la dispute qu'elle avait eue avec ma mère 30 ans auparavant. Ma mère avait emprunté de l'argent à ses parents pour lancer une affaire, puis avait refusé de le rembourser. Quand ils avaient insisté, elle les avait coupés complètement. Elle a dit que nous essayions de contrôler sa vie, expliqua Ruth. Elle a dit que nous utilisions l'argent contre elle, nous voulions juste être remboursés de ce que nous lui avions prêté. Le parallèle était si évident que cela aurait été drôle si ce n'était pas si triste. Ruth et moi sommes restés en contact. Elle vivait à 2 états de là, mais nous discutions en vidéo chaque semaine. Elle était vive, drôle, et ne tolérait pas les bêtises de ma mère. Ta mère a toujours été une profiteuse.
me dit-elle sans détour. J'espérais qu'elle changerait, mais visiblement non. Je suis désolée que tu aies dû l'apprendre à tes dépens, Bonnie. Grâce à Ruth, j'ai découvert que j'avais tout un pan de famille que je n'avais jamais connu. Des cousins, des tantes, des oncles, tous tenus à l'écart à cause de la rancune de ma mère. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, choqués d'apprendre que j'existais depuis tout ce temps. Mon oncle David, le fils de Ruth, était particulièrement indigné. Ta mère a dit à tout le monde qu'elle était fille unique, dit-il lors d'un appel vidéo familial. Elle nous a complètement effacés de sa vie, et apparemment toi aussi. Rencontrer cette famille cachée était surréaliste. J'ai découvert que j'avais 3 cousins de mon âge qui vivaient dans les États voisins. Nous avons lancé une discussion de groupe, partageant des mèmes et des nouvelles, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Ma cousine Rachel était particulièrement facile à vivre. Elle travaillait comme enseignante et avait un humour pince sans rire qui correspondait parfaitement au mien. Je ne peux pas croire que nous ayons raté 26 ans d'amitié, dit Rachel lors d'un de nos appels. Pense à tous les rassemblements familiaux où nous aurions pu faire équipe contre les parents bizarres. Vous avez des parents bizarres aussi? Oh, ma chérie. Rachel a ri. Tout le monde a des parents bizarres. La différence, c'est que nous nous apprécions assez pour les supporter. Elle m'a invitée à venir passer un week-end. J'ai fait les 4 heures de route jusqu'à sa ville, nerveuse à l'idée de rencontrer plus de familles en personne, mais Rachel m'a accueillie avec un énorme câlin et m'a immédiatement mise à l'aise. Nous avons passé le week-end à cuisiner ensemble, à regarder de la télé-réalité médiocre et à parler de tout. Elle m'a parlé de son récent divorce, de ses difficultés avec son fils adolescent, de ses rêves d'écrire un roman un jour. Je lui ai raconté ma situation avec mes parents, m'attendant à un jugement. Au lieu de cela, elle a simplement hoché la tête. Tante Margaret, c'est ta mère. Elle a toujours été le mystère de la famille. Grand-mère Ruth prenait cet air dès que quelqu'un mentionnait son nom, comme si elle était triste, mais aussi soulagée de ne plus avoir à s'en occuper. Est-ce que vous saviez pour moi? Pas avant que Ruth ne nous le dise il y a quelques mois. Nous pensions que Margaret n'avait pas d'enfants, ou que si elle en avait, elle les avait gardés secrets de la même façon qu'elle nous avait cachés. Rachel nous a servi plus de vin. Ruth s'en voulait terriblement de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Elle a essayé de te chercher en ligne il y a des années, mais n'a rien trouvé. Ta mère a dû te tenir éloignée des réseaux sociaux très soigneusement. J'ai repensé à la façon dont ma mère avait toujours insisté pour que mes profils soient privés. Comment elle me décourageait de poster des photos de famille. À l'époque, je pensais qu'elle était protectrice. Maintenant, je réalisais qu'elle m'avait cachée à sa propre famille, craignant probablement qu'il ne me contacte et n'expose ses mensonges. Le fils de Rachel, Tyler, est rentré de chez son ami ce soir-là. Il avait 15 ans, tout en jambes et avec un appareil dentaire, et il m'a fait un signe de la main timide avant de disparaître dans sa chambre. Il est dans une phase où il fait semblant que les adultes n'existent pas, expliqua Rachel. Mais il était excité de te rencontrer. Il trouve ça cool d'avoir plus de famille. La façon naturelle dont elle a dit « plus de famille » m'a serré la gorge. Ces gens m'avaient accepté instantanément. Le dimanche, avant que je ne reparte, Rachel m'a remis un album photo. Ruth voulait que tu l'aies. Ce sont des photos de ta mère en train de grandir, des réunions de famille, tout ça. Elle pensait que tu voudrais peu être voir d'où tu viens. J'ai feuilleté les pages ce soir-là dans mon appartement en sous-sol. Des photos de ma mère petite fille, édentée et souriante. Des photos d'elle adolescente avec ce regard calculateur déjà présent dans ses yeux. Des photos de matins de Noël en famille, de fêtes d'anniversaire, de remises de diplômes, toute une vie dont je n'avais jamais fait partie. Une photo m'a glacée. Ma mère peut être âgée de 20 ans, tenant un bébé. Au dos de la photo, on lisait « Margaret avec la fille de David, 1998 ». Elle avait l'air heureuse, naturelle, apaisée avec un bébé dans les bras. Quelle que soit sa capacité d'amour, elle en avait manifestement été capable autrefois.
Qu'était-il arrivé à cette femme? Ou avait-elle toujours été ainsi? Et je ne voyais que la version soigneusement éditée à travers ces moments figés. J'ai appelé Ruth le lendemain pour la remercier pour l'album. Je voulais que tu connaisses ton histoire, dit-elle. Ta mère a fait des choix qui ont blessé beaucoup de gens, Bonnie. Mais cela ne veut pas dire que tu ne mérites pas de savoir d'où tu viens. Il y a de bonnes personnes dans ton sang aussi. La famille que j'avais trouvée par Ruth a commencé à m'inclure dans tout. Vœux d'anniversaire, projets de vacances, même aléatoires, sur le groupe de discussion. Ma cousine Jessica m'envoyait des colis de sa ferme biologique. Confiture maison, œufs frais quand je pouvais passer les prendre, écharpes tricotées main. Mon oncle David m'appelait une fois par mois juste pour prendre des nouvelles, me demandant comment se passait le travail et s'assurant que je mangeais correctement. C'était accablant au début. J'avais passé tellement de temps à être celle qui donnait sans recevoir que je ne savais pas comment accepter de l'aide sans me sentir obligée. Ladré Stevens et moi avons travaillé là-dessus en thérapie. Vous avez le droit de recevoir sans avoir à rembourser, Bonnie. Elle me rappelait que c'est à cela que ressemblent des relations saines. Un échange mutuel, pas des transactions. Mais... Et s'ils sont juste gentils parce qu'ils ont pitié de moi? Agissent-ils comme s'ils avaient pitié de vous? J'ai repensé aux SMS de Rachel, généralement des commentaires sarcastiques sur sa journée ou des histoires drôles sur Tyler, au colis de Jessica accompagnés de notes comme « J'ai pensé que tu aimerais ça », aux appels de l'oncle David où il partageait ses propres difficultés et me demandait même mon avis parfois. Non, ai-je admis. Il me traite comme si je faisais déjà partie de la famille. Parce que c'est le cas. Tu n'as juste pas l'habitude que la famille signifie quelque chose de positif, dit Ladré Stevens. Elle avait raison. J'avais été tellement conditionnée à voir la famille comme une source d'obligation et de déception que l'affection véritable me semblait suspecte. Mais lentement, j'ai appris à faire confiance. Quand Rachel m'a invitée à la pièce de théâtre de l'école de Tyler, j'y suis allée. Quand Jessica m'a demandé si je voulais venir à la ferme pour un week-end, j'ai dit oui. Quand l'oncle David a proposé de m'aider à regarder des voitures d'occasion parce que la mienne faisait des bruits inquiétants, ces gens étaient en train de réécrire ma compréhension de ce que la famille pouvait être. 6 mois après avoir coupé les ponts avec mes parents, j'ai reçu une lettre. Pas un email ou un SMS, mais une véritable lettre physique livrée à mon appartement. Elle venait de mon père. L'écriture était tremblante, loin de sa calligraphie précise habituelle. La lettre était courte. Ta mère et moi nous séparons. Le stress de la situation de Vanessa nous a fait réaliser que nous avons des valeurs différentes. Je déménage en Arizona pour le travail. Je veux que tu saches que je suis désolée de la façon dont nous t'avons traité. Je n'attends pas de pardon, mais tu mérites mieux. Ta mère m'a poussée à suivre ses décisions, mais ce n'est pas une excuse. J'ai échoué en tant que père. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu 3 fois, cherchant le piège, la demande d'argent, le chantage affectif. Mais cela semblait authentique, juste l'aveu triste d'un homme qui avait réalisé trop tard ce qu'il avait perdu. Je n'ai pas répondu. Peu. Être que je le ferai un jour, mais pas encore. La blessure était encore trop fraîche. Vanessa a essayé de m'ajouter sur les réseaux sociaux sous un faux nom. J'ai reconnu son style d'écriture dans le message de demande d'amis. J'ai refusé et mis tous mes profils en privé. Ma mère a apparemment dit à tout le monde que je leur avais volé de l'argent et que j'avais abandonné la famille. Les parents qui la croyaient n'étaient pas des gens dont je voulais dans ma vie, de toute façon. Ceux qui prenaient la peine de demander ma version des faits obtenaient la vérité, et la plupart étaient horrifiés. J'ai commencé à dire aux gens ce qui s'est réellement passé, m'informa-t-elle lors d'un de nos appels. Ta mère n'aime pas ça du tout. 1 an après avoir quitté la maison de mes parents, j'ai été promue infirmière en chef. Cela s'accompagnait d'une augmentation substantielle et de meilleurs avantages sociaux. J'ai emménagé dans un vrai appartement avec de vraies chambres et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil.
J'ai acheté des meubles qui ne venaient pas de friperie. J'ai recommencé à alimenter un compte d'épargne. Brenda m'a aidé à célébrer avec un dîner dans un bon restaurant. Tu devrais être fière, dit-elle en levant son verre. Pas de rien, ai-je corrigé doucement. J'ai eu de l'aide. Toi, Ruth, ma nouvelle famille, vous tous, tu vois ce que je veux dire? Tes parents ont essayé de te briser, Bonnie, et tu ne les as pas laissés faire. Elle avait raison. Ils avaient pris mon argent, mon foyer et ma foi en la famille. Mais ils n'avaient pas pris ma résilience. Les appels du côté de ma mère ont fini par s'arrêter. Vanessa a été acceptée dans un collège communautaire. Et apparemment, elle s'en sortait bien. J'ai appris cela par le bouche, à oreille, pas parce que quelqu'un me l'avait dit directement. Mon père a envoyé une carte de Noël d'Arizona avec une autre brève excuse. Je l'ai classée sans répondre. Ruth m'a invitée à Thanksgiving avec son côté de la famille. J'ai rencontré des cousins qui me ressemblaient, qui avaient des tics similaires, qui m'ont accueilli comme si j'avais toujours été là. C'était bouleversant et merveilleux. C'est ce que la famille devrait être, me dit Ruth, alors que nous faisions la vaisselle ensemble après le dîner. Des gens qui sont là les uns pour les autres, sans compter les points. 2 ans après ce jour terrible où j'étais rentrée dans une chambre vide, j'étais épanouie. J'avais un travail que j'aimais, un cercle d'amis véritables et une famille qui m'appréciait vraiment. Mon compte d'épargne augmentait régulièrement. Je suivais des cours en ligne pour obtenir ma licence d'infirmière. Ma mère a essayé de me contacter une fois, envoyant un message par l'intermédiaire d'un cousin éloigné, quelque chose à propos du mariage de Vanessa et du fait qu'elle voulait sa sœur présente. J'ai poliment décliné. Le cousin a insisté, disant que Vanessa était désolée et voulait renouer. Si Vanessa veut s'excuser, elle a mon email, ai-je dit. Mais je ne suis pas intéressée par une grande réunion de famille où tout le monde fait semblant que le passé n'a pas existé. Le message ne vint jamais de Vanessa elle-même, juste d'autres demandes indirectes de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. La santé de Ruth a commencé à décliner quand j'avais 29 ans. J'ai pris congé pour lui rendre visite, m'asseyant près de son lit d'hôpital et lui tenant la main. Tu es l'une des meilleures choses qui soient arrivées après que tu aies coupé les ponts avec ta mère, me dit-elle. Sa voix faible mais déterminée. Promets-moi que tu ne la laisseras pas revenir par culpabilité quand je serai partie. Je te le promets, Ruth, murmurai-je. Je ne la laisserai plus me faire du mal. Mais gosiché, disais-je, bonne fille, tu es plus forte que je ne l'étais. Je l'ai laissé me manipuler pendant des années avant de poser des limites. Toi, tu l'as fait tout de suite. Je suis fière de toi, Bonnie. Elle s'est éteinte paisiblement une semaine plus tard, entourée par sa famille. La famille qui m'avait adoptée, qui m'avait montré ce qu'était l'amour sans condition. Ma mère s'est présentée à l'enterrement. Je l'ai vue au fond, l'air plus vieille et plus dure que dans mes souvenirs. Elle a essayé de m'approcher pendant la réception, mais mon oncle David l'a interceptée. « Tu n'es pas la bienvenue ici, » dit-il fermement. « Tu as rayé Ruth de ta vie. Tu n'as pas le droit de venir maintenant faire semblant de t'en soucier. » Elle est partie sans faire de scène, mais non sans m'avoir lancé un regard de pur venin. J'ai hérité d'une petite somme de Ruth. Pas d'argent, mais des bijoux et des albums photos. Des photos de ma mère enfant, l'air heureux avec ses parents. Des photos de réunions de famille auxquelles je n'avais jamais eu le droit d'assister. La preuve de tout ce qui m'avait été volé. J'ai gardé les albums, mais je n'ai ressenti aucune tristesse pour ce que j'avais manqué. J'avais trouvé ma vraie famille. Les gens qui se montraient présents sans qu'on le leur demande. Les gens qui célébraient mes succès et me soutenaient dans mes échecs. À 30 ans, j'ai acheté ma première maison. Rien d'immense. Juste une petite maison de 2 chambres avec un jardin. J'y ai organisé des soirées-jeux pour mes amis. Les murs se sont remplis de photos de gens qui m'aimaient vraiment. Parfois, les gens posaient des questions sur mes parents. Au début, je donnais de longues explications. Maintenant, je disais simplement « Nous ne sommes plus en contact » et je changeais de sujet. La plupart comprenaient l'allusion. Brenda a pris sa retraite
et j'ai hérité de son poste d'infirmière en chef senior. J'ai encadré les nouvelles infirmières comme elles l'avaient fait avec moi, avec une exigence bienveillante. Plusieurs d'entre elles m'ont confié leurs propres problèmes familiaux, et j'ai essayé de leur montrer qu'il était possible de se construire une vie sans que des personnes toxiques ne vous tirent vers le bas. J'ai entendu par certains canaux que Vanessa avait maintenant 2 enfants, que mes parents étaient des grands-parents qui gâtaient leurs petits-enfants. Je n'ai rien ressenti à cette nouvelle, ni joie, ni tristesse. C'étaient des étrangers vivant leur vie tout comme je vivais la mienne. Mon père envoyait des lettres sporadiques au fil des ans. Chacune contenait une variante d'excuses et des nouvelles de sa vie en Arizona. Il s'était remarié, il avait commencé une thérapie. Il avait réalisé à quel point ma mère l'avait contrôlé. Il comprenait si je ne lui pardonnais jamais. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas jeté les lettres non plus. Elles restaient dans une boîte dans mon placard. Preuve qu'au moins, l'un de mes parents avait fini par développer une conscience. Pour mon 32e anniversaire, j'ai fêté cela avec des amis chez moi. Nous avons fait griller des burgers, joué à des jeux de société et veillé trop tard, riant d'histoires stupides. En rangeant après leur départ, j'ai regardé autour de moi la vie que j'avais construite. La fille qui avait remis 5 000 $ sans hésitation me reconnaîtrait à peine aujourd'hui. Elle avait été si désespérée de plaire, si convaincue que donner tout ce qu'elle avait ferait que sa famille l'aimerait. Elle croyait que le sang signifiait la loyauté, que les parents avaient toujours vos intérêts à cœur, que les frères et sœurs restaient soudés quoi qu'il arrive. J'en savais plus maintenant. La famille, c'était ce que l'on construisait, pas ce dans quoi on naissait. La loyauté se méritait par les actes, elle ne s'exigeait pas par obligation. L'amour venait du respect mutuel, pas d'un sacrifice à sens unique. Mon téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Contre mon gré, je l'ai ouvert. J'ai appris que c'était ton anniversaire. Tes neveux demandent parfois après leur tante. Ne penses-tu pas qu'il est temps de laisser le passé derrière nous? La vie est courte. C'était signé Vanessa. J'ai fixé le message pendant un long moment. Autrefois, cela m'aurait fait douter. Cela m'aurait fait me demander si j'étais trop dure, trop rancunière, trop froide. Maintenant, fatiguée des gens qui ne vous contactaient que lorsqu'ils voulaient quelque chose. Fatiguée de s'entendre dire de pardonner à des gens qui ne s'étaient jamais vraiment excusés pour ce qu'ils avaient fait. J'ai bloqué le numéro et supprimé le message. La vie était effectivement trop courte pour être gâchée avec des gens qui m'avaient montré exactement qui ils étaient, trop courte pour continuer à attendre qu'ils deviennent la famille que j'avais méritée depuis le début. J'avais cette famille maintenant. Ils étaient probablement encore au bar au bout de la rue, en train de continuer la célébration de mon anniversaire sans moi. Je pouvais les rejoindre, ou je pouvais rester ici dans ma maison paisible, entourée des preuves de mon indépendance durement gagnée. J'ai choisi les deux, j'ai rangé ma cuisine, pris un moment pour apprécier tout ce que j'avais accompli, puis j'ai attrapé mes clés et je suis sortie rejoindre ma vraie famille. Les gens qui avaient été là quand je n'avais rien. Les gens qui célébraient chaque étape sans demander ce qu'ils y gagnaient. Les gens qui avaient prouvé que l'on pouvait construire quelque chose de magnifique à partir des cendres de ce que l'on avait perdu en conduisant dans les rues calmes. J'ai pensé à cette fille qui avait remis 5 000 $ avec tant d'espoir. J'aurais voulu lui dire que cela ferait plus mal qu'elle ne pouvait l'imaginer, que sa famille montrerait son vrai visage de la manière la plus cruelle possible, qu'elle finirait seule dans une chambre de motel à se demander comment elle s'était autant trompée, mais je lui dirais aussi qu'elle survivrait. Plus que survivre, elle s'épanouirait. Elle trouverait des gens qui l'apprécieraient vraiment. Elle construirait une vie remplie d'amour et de respect véritable. Elle deviendrait quelqu'un dont elle pourrait être fière. La perte en valait la peine, parce que laisser partir les gens qui vous blessent fait de la place pour les gens qui vous aident à grandir. Je me suis garée sur le parking du bar et j'ai vu mes amis par la fenêtre, me gardant une place à leur table. Ils m'ont fait signe quand ils m'ont repérée, leur visage s'éclairant. C'était ça la famille, c'était ça la maison. Et je ne le prendrai plus jamais pour acquis.
Je suis entrée pour les rejoindre, laissant mon passé exactement là où il devait être, derrière moi.